Un indépendant privé, merci. C'est peut-être mieux. Il faut juste que je sache comment ça marche. Ah, pardon, ça marche. Ah, c'est mieux. Je pense que ce sera plus agréable pour vous. Ben oui, c'est pour ça que je parlais. J'ai essayé de parler le plus fort possible, mais c'est pas très agréable. Et tenir 1 heure comme ça, je vous cache pas que derrière, je risque de plus avoir de voix. Donc je rappelais juste le pourcentage du privé commercial, du privé associatif et de l'EHPAD public, sachant qu'aujourd'hui, ce qui différencie l'EHPAD du domicile ou de l'hôpital, c'est que le budget, en tout cas son budget, c'est un budget ce qu'on appelle ternaire, c'est qu'il a 3 bourses. Il y a une bourse, c'est le soin, c'est la sécurité sociale qui le paye, et ça paye en général les infirmières, une partie des aides-soignantes, le médecin coordonnateur et le lit médicalisé, etc. Il y a une partie qui est la dépendance, et où là, c'est l'APA qui peut éventuellement prendre en charge une partie en fonction des revenus de la personne et de son degré d'autonomie. Et la 3e partie, c'est l'hébergement, et c'est ça ce qui est le reste à charge aujourd'hui pour le résident. Et c'est ce qui coûte relativement cher, parce que, non pas parce que le service enfin, si on détaille ce qu'il y a dans un prix d'hébergement, vous verrez que c'est assez conséquent, notamment rien que le loyer, hein. Mais c'est surtout que c'est le moyen de le financer qui pose un problème aujourd'hui. Le 5e RIST a été créé depuis des années, mais reste une coquille vide pour l'instant. Le 5e RIST, c'est comment arriver à faire en sorte que quand une personne âgée rentre en maison de retraite, eh ben, elle ait les moyens d'y aller. Aujourd'hui, vous n'avez pas de revenus du tout, il y a l'aide sociale, il n'y a pas de problème, je vais dire. Mais si vous avez beaucoup de revenus, il n'y a pas de souci, vous prenez quelqu'un à votre domicile, 24 heures sur 24, ça vous coûtera 15 000 € mais il n'y a pas de souci non plus. Mais ce sont tous ces revenus intermédiaires qui ont la difficulté aujourd'hui de payer leurs EHPAD. Je rappelle juste qu'une journée d'hospitalisation, ça coûte 1 500 €, mais on n'en paye rien parce qu'on a une sécurité sociale qui permet de le prendre en charge. Un EHPAD, l'EHPAD moyen aujourd'hui est d'environ 2 000 € sur le territoire français hors Paris. Sur Paris, on est plutôt aux alentours de 3 000 € par mois, alors que les moyennes des retraites est plutôt aux alentours de 1 500, 1 700 €. Donc c'est vraiment ce delta, on va dire, entre le prix réel qu'il faudrait payer et les revenus qui permettent de le faire, qui ne sont pas du tout en adéquation. L'idée, c'est de vous expliquer à travers les expériences. Alors, il ne s'agit pas de faire le procès des EHPAD, hein, ils sont ce qu'ils sont et ce qu'on en a fait aussi. Je rappelle qu'on est tous citoyens. Il s'agit de voir à travers les expériences de chacun, d'abord l'évolution qui s'y est faite et ce qui pourrait être aussi demain, et que vous pourriez aussi, quelque part, aider à travers les conseils de la vie sociale, mais pas que, aider à faire que l'EHPAD se transforme aussi. Il y a des exemples aujourd'hui d'EHPAD qui sont ouverts sur l'extérieur, font des choses innovantes, essayent d'avancer pour que les résidents s'y sentent bien. Et il y a aussi des EHPAD où malheureusement c'est encore du mouroir, c'est encore des choses où la dignité de la personne n'est pas suffisamment respectée et où effectivement il y a du travail à faire. Je rappelle juste que le scandale Orpea a mis en avant quand même des dysfonctionnements relativement graves qui sont aujourd'hui de l'ordre du pénal et qui a déclenché de la part du national des enquêtes. Pour votre information, hier soir, j'ai eu un appel, moi, de l'ARS qui va faire une inspection dans mon EHPAD, mais sur pièce, voilà, parce qu'il n'a pas d'indicateur trop alarmant. Donc, c'est sur pièce et je n'ai que 8 jours pour répondre aux pièces qui me demandent pour que je n'ai pas le temps de les trafiquer.
Voilà, je pense que c'est important que vous sachiez qu'en tout cas, les pouvoirs publics, en partie, se sont emparés quand même du sujet. Et aujourd'hui, par exemple, sur l'Île-de-France, je peux vous dire que sur les 700 EHPAD d'Île-de-France, il y en a déjà 250 qui ont été inspectés. Et il y aura une publication, en tout cas, des données de cette nature-là. Parce que je siège, en fait, à la CRSA, qui est la Conférence régionale de santé et l'autonomie. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin à ce stade-là. Je vais laisser la parole, dans un premier temps, donc, j'avais dit que c'était madame. Donc, je vais présenter en grande ligne, mais vous allez vous présenter toute seule. Maryse Gauthier L'Églide. Je n'osais pas, voilà. Et vous représentez l'association ASFAPAD, qui est une association donc qui accompagne les maisons de retraite, si j'ai bien compris, les EHPAD, enfin certaines EHPAD en tout cas de la ville de Paris, dans l'accompagnement et la vie citoyenne, notamment des résidents qui y vivent. Je vous laisse la parole, madame. Donc, merci. Peut-être prendre Oui, vous m'entendez là? Très bien. Oui, donc je suis une famille, une ancienne famille de personnes hébergées en EHPAD de la ville de Paris. Et nous avons créé en 2009 un collectif qui s'est ensuite transformé en association loi 1901 et qui a étendu ses statuts d'un seul EHPAD de la ville de Paris, le plus grand Paris intramuros, 325 lits, comme on dit, parce qu'en fait, on fait des calculs aux lits et non pas aux personnes. Donc 325 lits, et pour devenir ensuite un collectif, une association qui s'est étendue à tous les EHPAD de la ville de Paris, c'est-à-dire 15 EHPAD publics appartenant à la ville de Paris. Donc, puisque nous avons une très grande antériorité dans l'EHPAD le plus grand de Paris intramuros, on peut considérer que c'est un observatoire pour nous, hein, puisque nous n'avons pas la même intégration dans tous les EHPAD, les autres EHPAD ayant mis très très longtemps à accepter de pouvoir mettre nos affichages indiquant aux familles et aux résidents qu'il y avait une association qui était à leur service. Donc nous sommes une association d'anciennes familles. Hein. Ça veut dire que nous avons une expérience de terrain, une expérience vraiment de terrain. Nous nous sommes créés en fait sur deux pieds que nous avons respectés depuis le début, c'est-à-dire alerter et proposer. C'est-à-dire que d'une part, nous avons toujours eu le souci d'alerter à partir des dysfonctionnements que nous signalaient les familles, mais aussi les résidents, et nous avons porté une très très grande attention aux résidents sans famille, ou avec des familles mais éloignées, ou en difficulté de relation entre eux, entre les membres de la famille. Donc le parent, le proche en EHPAD étant un peu isolé également. Donc nous avons porté une très très grande attention à ces personnes, en les aidant, en les soutenant également sur leurs demandes, en les aidant à faire des démarches, puisqu'il n'y a pas d'assistante sociale permanente, avec des permanences, disons, dans les EHPAD de la ville de Paris, ce qui est une très très grande demande de notre part, étant donné que la vie administrative et sociale des personnes qui entrent dans un EHPAD ne s'arrête pas à l'entrée. Ils ont toujours des besoins de toute nature, des besoins de savoir quelles aides ils pourraient obtenir pour tel ou tel besoin. Par exemple, je vous cite un tout petit exemple, quelqu'un en fauteuil roulant électrique et en argent de poche, c'est-à-dire bénéficiaire de ce que vous a signalé Madame Lasserre, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens de payer la totalité des frais d'hébergement, donc qui demandent et qui deviennent bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement et qui ont de ce fait droit à de l'argent de poche, c'est-à-dire 10% des revenus qu'ils ont remis à l'administration. Donc cette personne est en argent de poche et a son fauteuil roulant électrique qui n'a plus de batterie. Or, des batteries de fauteuil roulant électrique, ça coûte 900 €. Il n'y a rien de prévu pour ça. Et lui a 100 € par mois à peu près, donc il n'a absolument pas les moyens de faire face.
eh bien, il a fallu des mois de recherche de ma part pour arriver à lui fournir cette aide, alors que c'est le travail d'une assistante sociale. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ceux-là où on considère que la personne qui entre en EHPAD, finalement, tous ses besoins sont couverts dans l'EHPAD, ce qui n'est pas vrai du tout. Le résident peut être isolé, peut avoir des besoins divers et variés qui ne sont absolument pas... on demande à des personnels qui vont faire office d'assistante sociale, par exemple, mais ce n'est pas leur travail. Donc, il y a aussi ça qui correspond à ce que l'on peut penser, c'est qu'il y a un regard à porter sur l'être humain que reste la personne qui entre dans un EHPAD. C'est-à-dire qu'il a, comme tout citoyen, des besoins de soins, des besoins de vie sociale, des besoins d'expression, de pouvoir donner son avis, des besoins de connaître le fonctionnement de l'endroit où il se trouve, bref, des besoins de toute personne qui vit à l'extérieur. Donc l'intérieur doit représenter aussi quelque chose qui correspond à l'individualité des personnes et à leurs droits. Alors là, on en revient à la notion de personne citoyenne. Être citoyen, la loi de 2002 a, pour la première fois, inscrit le mot de citoyen dans ses articles pour les personnes qui sont dans les établissements médico-sociaux. Donc, en fait, ça ne date pas d'hier, la notion de citoyenneté pour des personnes qui entrent en EHPAD. Sauf qu'il y a la loi et il y a l'application de la loi. Et comme vous a dit Mme Lasserre, il y a des institutions, des établissements, des EHPAD dont la volonté des directions et des gestionnaires a été suffisante pour vouloir porter un regard sur la citoyenneté des personnes accueillies, et il y en a d'autres qui ont énormément de mal à faire cette démarche. Alors nous, en tous les cas, nous travaillons depuis 14 ans sur ce regard-là à porter sur les résidents. Donc ça veut dire, je l'ai dit, pouvoir s'exprimer en règle générale sur toute sa vie et sur la vie, le fonctionnement général de l'établissement. Normalement, ça passe par un CVS, puisqu'il y a des représentants élus, donc monsieur vous en parlera ensuite, mais ça passe aussi par soi-même, c'est-à-dire que toute personne a le droit, c'est pas parce qu'elle est dans un lieu collectif qu'elle n'a pas à donner un avis individuel aussi. Elle peut avoir des goûts. Donc il y a théoriquement, la loi aussi parlait de projet de vie personnalisée. Projet de vie personnalisé, justement, où la personne va exprimer qui elle est et qui devrait ensuite être tenue en compte par l'établissement, de façon à adapter dans ce lieu de contrainte. Il ne faut pas dire autre chose. Quand on entre dans un EHPAD, ce n'est pas par choix, c'est par nécessité. Sa propre nécessité, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent « Ah ben moi, je ne veux pas peser sur mes enfants, donc il faut que je trouve un endroit où je vais être plus ou moins sécurisé, où à tout moment, j'aurai quelqu'un autour de moi. Donc je prends la décision, j'en ai connu, je prends la décision d'entrer en EHPAD. Ou alors, en effet, ce sont les familles qui sont dans une situation très, très délicate, qui est de sembler abandonner, c'est ce que pense, c'est ce qu'il y a dans cette relation parent-enfant, parfois, c'est tu me mets en EHPAD, tu me places, autrefois on disait placer en EHPAD, parce que tu ne veux pas t'occuper de moi, ou tu ne peux pas t'occuper de moi, mais c'est pareil. Donc il y a tout cet enchevêtrement de notions dans l'entrée d'une personne en EHPAD. Ce qui veut dire que l'EHPAD doit fonctionner ensuite sur 3 pôles. L'EHPAD qui a engagé une vie collective pour tout le monde, des services, etc. Les familles qui continuent à être là et qui doivent être partenaires de l'EHPAD. Donc c'est dans les deux sens. L'EHPAD doit considérer les familles comme partenaires et les familles doivent considérer l'EHPAD comme ayant aussi à dialoguer avec eux. Et
la personne elle-même, qui doit être tout le temps au centre de l'attention. C'est-à-dire que c'est toujours le résident qui doit être au centre. Voilà. Alors, je ne vais pas trop déborder sur mon temps et je vais vous dire ce que nous avons proposé, puisque je dis alerter. Donc ça a alerté, on a alerté absolument à tous les niveaux de recours. Je dis immédiatement que, après justement les scandales, etc., la maire de Paris a missionné 2 missions. Une qui était dirigée par M. Delarue, l'ancien contrôleur des lieux général des lieux de privation de liberté, c'est-à-dire les prisons, qui avait demandé d'ailleurs en 2013 d'encadrer aussi et de contrôler de la même façon qu'il contrôle les prisons, c'est-à-dire de façon inopinée, pas en prenant rendez-vous pour avoir, etc., hein, de façon inopinée. Et il avait proposé à cette époque, en 2013, de venir contrôler également les EHPAD, ce qui avait occasionné un tollé, parce que des EHPAD, un contrôleur des prisons, c'était absolument inaudible. Bon, les choses ont évolué. Donc, la maire de Paris, après le scandale Orpea, a missionné donc M. Delarue, qui maintenant est conseiller d'État, pour examiner, pour tous les EHPAD parisiens, hein, pas seulement les EHPAD publics qu'elle dirige, pour examiner l'accès aux droits, le véritable accès aux droits, pas ce qu'on met sur le papier, hein, mais ce qui existe vraiment, donc en interviewant des résidents, des familles, des associations comme la nôtre, nous avons participé, etc., etc. Donc, le compte-rendu n'est pas très favorable, hein, sur l'accès aux droits des résidents, d'une façon générale. Il va même jusqu'à faire une déclaration que personne d'entre nous ne ferait, mais lui il l'a fait, c'est que ce qui n'est pas fait comme chacun de nous voudrait que l'on fasse pour lui-même, les lieux où ça n'est pas fait devraient être fermés. Donc c'est une conclusion un peu hard. Nous on dit qu'il faut que ça évolue, quoi, hein. Parce que fermer les EHPAD, bien évidemment, il n'en est pas question, hein. Qu'est-ce que l'on ferait avec toutes ces personnes qui ont de grands besoins? Il faut les améliorer, au contraire. Voilà. Alors donc, et l'autre mission était une mission sur c'était l'IGVP, c'est-à-dire l'inspection générale de la ville de Paris, qui devait examiner pour tous les EHPAD parisiens la remontée effective des signalements. Quel signalement remontait jusqu'au recours ARS, défenseur des droits ou autre, hein. Eh bien, le résultat, c'est qu'il y a très peu de signalements. Ce qui n'est pas sans alerter, justement, sans questionner, puisque s'il y a peu de signalements, est-ce que ça veut dire que tout se passe très bien là où il n'y a pas du tout de signalement, par exemple? Apparemment, ils en ont conclu que c'était au contraire à examiner d'un peu plus près. Pourquoi? Parce que il n'est pas facile pour des chefs d'établissement ou pour des personnels de faire un signalement de quelque chose qu'ils voient qui n'est pas acceptable ou qu'ils n'accepteraient pas. Puisque si chacun doit penser à soi en se disant « est-ce que moi j'accepterais ça ?» Donc, les personnels, il y a eu une petite enquête qui a été faite par un étudiant infirmier sur les signalements. Bien évidemment, les résultats, c'est que personne dans une équipe qui veut rester dans une équipe de personnel ne va pouvoir signaler facilement des choses qui ne se passent pas bien. Un chef d'établissement pourra-t-il, quand ça se passe vraiment difficilement, signaler au-dessus et au-dessus et au-dessus que ça ne se passe pas bien? Ça n'est pas du tout évident, hein. Quant aux familles, elles ont peur de signaler parce qu'elles ont peur qu'il y ait des représailles sur leurs proches, ou
qu'elles accordent une confiance aveugle aussi. Hein. Ça arrive que des familles ne veulent pas savoir. Juste, Marie, je ne voudrais pas vous interrompre, mais on a largement dépassé votre temps. Alors je vais. Mais réservez le reste pour l'échange ensuite avec la salle. Je vous donnerai des informations sur ce que nous avons proposé. Parce que nous avons proposé, c'est notre deuxième volet, nous avons proposé en particulier ce que vous pourrez trouver sur notre stand, ce qui s'appelle maintenant des tiers-lieux. Nous l'avons proposé avant que ça s'appelle des tiers-lieux. C'est un projet entre un EHPAD et tout son environnement. Donc l'EHPAD, les personnes accueillies dans l'EHPAD, les personnels, etc. Et tout l'environnement du quartier, ça s'appelle Habitants de quartier et d'EHPAD, ensemble dans le 20e. C'est un projet complexe, mais très intéressant, qui n'est pas appliqué pour l'instant, parce qu'il faut une bonne volonté, une véritable volonté de la part du chef d'établissement, et il a été mis en place avec une précédente direction que l'actuelle direction. Donc, nous attendons que cette actuelle direction, ou le prochain, veuille bien se saisir avec tout le quartier qui est partant de ce projet. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Bonjour, je me présente, je suis Manuelle Guibal, je suis créatrice de vêtements et j'ai ma maman en EHPAD depuis fin juillet. Donc, j'ai récupéré ma maman qui a des déficits cognitifs sévères depuis 1 an à la maison. Et tout s'est dégradé. Elle a eu un infarctus, un AVC. Donc elle a passé 4 mois à l'hôpital. Et voilà, il n'y avait pas d'autre choix parce qu'elle s'est retrouvée très dépendante. Et voilà, donc on a visité une dizaine d'EHPAD à Paris, ce qui n'était impossible d'envisager de l'abandonner dans un endroit, dans tous les EHPAD qu'on a pu visiter à Paris. Et donc on a décidé, comme on a une maison en Normandie, d'aller faire des recherches vers Cherbourg. Et on a trouvé une EHPAD plus ou moins associative, je ne sais pas. Voilà, donc on a fait ce choix-là parce que c'était lumineux et que c'était le premier EHPAD où je sortais sans pleurer. Donc je me suis dit que c'était une bonne indication parce que tous ceux que j'ai pu visiter à Paris, je ne pouvais pas. Mais bon, ma mère est dans un fauteuil roulant, elle ne parle plus. Donc pas de choix. Et donc voilà, depuis fin juillet, on y passe, sauf quand on est là, mais sinon on y passe 2 à 3 heures par jour avec elle. J'ai 3 fils qui nous aident beaucoup et quand nous on n'y est pas, ils y sont. Donc elle a pratiquement jamais... c'est arrivé une fois qu'elle ait une semaine sans visite, sans qu'on puisse y aller. Mais sinon on est là vraiment 2-3 heures par jour avec elle et les autres. Parce que finalement, ma mère ne parle pas, donc au bout de 10 minutes, c'est un peu compliqué. Mais donc on regarde les autres résidents qui sont très très dépendants, enfin les gens autour d'elle et qui ont des besoins et ce qu'on voit, alors que c'est un endroit très lumineux qui est transparent où on peut intervenir, enfin visiter à n'importe quel moment, mais ce qu'on voit c'est pas, c'est difficile quoi, très difficile parce que et c'est un endroit où vraiment on peut quand même intervenir et que les visites sont libres. C'est pas ce que je voyais à Paris. Mais ma maman qui est très dépendante, donc qui ne s'exprime plus, qui est dans un fauteuil roulant, elle est changée 2 fois par jour, le matin et le soir. On la met dans un fauteuil roulant, on l'amène devant sa table de midi à 7 heures. Avec rien. Alors bon, quand nous on est là, on l'emmène dans le jardin, il y a un très joli jardin, mais les résidents qui n'ont pas de visite, ils restent là 7 heures par jour, sans bouger, c'est une torture. Le personnel est au courant, ne peut rien faire, personne ne peut rien faire. Voilà, et ça c'est ce qu'on voit tous les jours en fait, quand on y va. Voilà, donc c'est compliqué, et d'aller en parler avec... on parle avec le personnel soignant qui est tout à fait conscient de ça, qui est très... pour eux, c'est difficile
de faire leur travail dans ces conditions. Et c'est un endroit assez bienveillant, le personnel est bienveillant. Donc c'est un peu différent sûrement pour les gens qui ne sont pas complètement dépendants, mais pour ceux qui sont complètement dépendants et qui n'ont plus de moyens de s'exprimer. Alors les résidents qui peuvent marcher très vite sont dans des fauteuils roulants parce que c'est plus pratique. Enfin, voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Mais ce qu'on a vu, voilà, après, ça prend du temps en fait de rentrer, de plonger dans ce monde-là, parce que c'est un monde auquel on n'est pas préparé. Et ma génération n'est pas préparée parce qu'on est super individualiste. Enfin, on a été élevé comme ça par nos petits-parents. Et donc, donc c'est compliqué en fait d'accepter de se retrouver en charge et de plonger dans ce monde-là. Très compliqué. Et de l'accepter. Donc on l'accepte, mais la proposition, elle est compliquée en fait. Et on n'est pas du tout, on n'est vraiment pas préparé parce qu'on n'a pas anticipé en fait. Et ma mère, ça fait 10 ans qu'elle a des déficits cognitifs. On l'accompagne, on passe tous nos étés avec elle. Je la lave, depuis 2 ans, je la lave. Mais c'est compliqué de l'accepter quand même, en fait. Et voilà, donc là, on plonge vraiment dans un monde et en y passant 2-3 heures par jour, on regarde. C'est difficile aussi de regarder ce qu'il y a autour, parce qu'en général, on vient voir son parent et on ne regarde pas autour parce que c'est compliqué d'affronter tout ça en fait. Je sais que pour mes enfants c'est compliqué aussi. J'ai 3 fils de 20 ans à 30 ans qui sont vraiment très 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 présents, mais c'est super difficile. Ils vont la voir, s'occuper d'elle et des autres et voilà. Mais ça prend beaucoup de temps en fait. Donc quand on arrive, on regarde pas, on regarde son parent et puis petit à petit il y a le résident d'à côté à la même table qui, en l'occurrence pour ma mère, une dame qui a 99 ans, qui est aveugle, qui mange avec les mains. Voilà, donc pour manger la soupe, c'est pas pratique. Donc petit à petit, on va l'aider à manger. Et puis, plein de choses comme ça en fait. Et le fauteuil qui n'est pas bloqué, elle risque de tomber parce qu'elle peut marcher, mais on la bloque parce que c'est compliqué de la faire marcher. Et c'est quelqu'un qui peut marcher, qui a 99 ans, qui parle, et voilà, mais plein en fait. Et il y a un manque d'attention, de disponibilité. Et comme c'est des gens qui ne s'expriment pas parce qu'ils ne peuvent pas, et puis à un moment donné, même s'ils peuvent, on est obligé de s'oublier. C'est pareil par rapport à la toilette. On rentre, chaque jour, c'est quelqu'un de différent qui vient vous laver. C'est très compliqué d'accepter. Voilà, donc je pense qu'on est à un moment donné obligé que les gens qui sont là sont obligés de se dissocier pour accepter, parce que c'est impossible. C'est très compliqué. Ma mère tant qu'elle était chez elle, ça va durer longtemps, mais elle est restée 3 semaines chez elle avant qu'on trouve un endroit avec de l'aide. Mais j'avais mis des caméras parce que je ne pouvais pas être là. Et l'infirmière passait 8 minutes pour la laver. Et elle rentrait dans sa chambre. Bon, ma mère ne savait pas qui elle était, qui rentrait dans sa chambre. Elle la réveillait, elle la déshabillait, elle la lavait. Et ma mère était agressive. Et forcément qu'on est agressif parce qu'elle ne savait pas qui rentrait dans sa chambre, qui lui arrachait sa couche. C'est très violent, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est quand même la réalité, en fait. Et c'est pas évident de voir ça, et on se sent en tant qu'enfant, on se sent super coupable voilà, mais on n'est pas organisé, on a une baignoire, on peut pas passer un fauteuil roulant dans la maison. Moi j'ai gardé ma mère 1 mois et demi à la maison, sans pouvoir sortir, en étant en charge complètement, la laver, la nourrir, la changer, l'habiller, la déshabiller, et c'est compliqué, hein. Voilà, de fait, de toute façon, elle a besoin, là, elle est en fin de vie, je pense que ça va pas durer, j'espère pour elle que ça va pas durer longtemps, parce qu'elle est vraiment, là, c'est la fin. Mais par exemple, et les gens sont bienveillants, le personnel est bienveillant, mais je sais pas, l'autre jour, je croise un aide-soignant charmant qui m'a dit, aujourd'hui, j'ai fait votre maman. Comme si, et c'était pas malveillant, mais il avait fait ma maman, comme il a fait sa chambre, il l'a faite, quoi, il la nettoyé, lavé.
Ben, ça compte, bien sûr, c'est pour ça que je le dis. Mhm. Bien sûr. Non, non, je me résigne pas, mais je raconte. Bien sûr, mais il n'y a pas. Mais vous savez, moi j'y vais le. Moi, je pense qu'à personne est égale. J'ai vu des structures très différentes et je pense que les mots sont importants. Alors, c'est peut-être parce que je suis psychiatre et j'ai peut-être tort, vous avez peut-être raison, mais moi, je vois que quand on laisse quelqu'un dire « j'ai fait votre maman comme j'aurais fait la salle de bain », eh bien, ça veut dire que l'esprit n'est pas là. Et moi, j'ai vu une aide-soignante se retourner avec un changement de direction. C'est quelqu'un, son mari travaille chez ma mère. Elle dit, on a une nouvelle directrice qui nous a expliqué, ce sont des personnes, elles ont des histoires, on a nos deux enfants. Et cette école a complètement changé apparemment, avec pas plus de personnel. Et la même aide-soignante que je connaissais, parce que j'habitais une fois par an du personnel qui aidait ma mère avec le conjoint, eh bien elle a complètement changé de manière. Les mots comptent, il n'y a pas que le nombre d'heures et le nombre de personnes. Enfin, Bon, voilà, après le week-end, il n'y a personne en fait. C'est un EHPAD. Dans l'EHPAD, il y a 68 résidents. Non, non, bien sûr, mais. Bien sûr, après. Je sais bien, mais après, voilà, c'est une anecdote parce que c'est un. Non, non, mais c'est une. Je veux dire, bon, voilà, c'est une. Bien sûr. Oui, mais. Non, non, mais on dit, c'est pas. Après, il y a plein d'intervenants, il y a plein d'aides-soignants, bon, ça change aussi beaucoup. Bah, le week-end, il n'y a personne, en fait. Pour 40 résidents, il y a deux aides-soignants. Bon, moi, je parle de mon expérience avec ma mère depuis fin juillet. Et quand on y va, bon, on y va on y va tout le temps, mais voilà, voilà, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ça. moi, j'ai vu avec cette dame, cette aide-soignante mariée avec un jardinier, c'est le jardin de ma mère dans la maison. J'ai vu à quel point elle a été valorisée dans son travail quand on lui a dit qu'elle n'était pas seulement une femme de ménage et une nettoyeuse de merde dans les couches. Bien sûr. Ça l'a valorisée, mais c'était une bonne directrice et c'est comme les établissements. Tout à fait. J'avais vu des relations de quand il y a un bon directeur, même dans une zone pas très favorisée, et vous mettez un mauvais directeur dans cet état handicap, et ça devient une catastrophe. Oui, après, par exemple, dans cet EHPAD-là, la directrice, ça fait 5 fois qu'elle change. Bon, moi, on parle aussi avec le personnel en demandant si c'est normal d'être changé que 2 fois par jour. Ils me disent, c'est comme ça. Et il y a beaucoup de personnel des aides-soignants avec qui on parle. L'autre jour, il y en a une qui pleurait parce qu'elle me dit, on peut pas faire notre métier. On est 2 pour 40 personnes le week-end. Effectivement, on les lave pas, on les change pas parce que c'est pas possible en fait. Matériellement, c'est pas possible. Et on rentre chez nous. Très déprimé et découragé parce qu'on ne peut pas faire le métier qu'on veut faire en fait. Alors il y en a qui s'en foutent bien sûr, mais il y en a aussi qui s'en foutent pas et voilà. Et parler avec la directrice, les 3 quarts m'ont dit oui, moi ça fait 5 fois qu'on change de directeur, de directrice. Si on s'exprime, donc c'est compliqué. Alors bon, nous, ce qu'on peut faire en tant que de visiteurs, c'est s'occuper de faire ce qu'on peut quand on est là pour les autres. Si on est 2 ou 3, emmener 3 résidents dans le jardin, en promenade, mettre de la musique, chanter des chansons avec les gens qui ont vraiment des gros problèmes. Mais si on met des chansons, ça revient, de prendre dans les bras, de parler, d'embrasser, voilà, et c'est pas évident en fait. Mais il y a des jolies histoires et on crée des liens en fait, on s'attache à plein de gens et qui ont des vrais besoins et des vrais manques affectifs. L'autre jour, il y a une dame qui a 100 ans, avec qui je commence à parler parce qu'elle m'interpelle.
Et au bout d'un moment, je la rassure parce qu'elle était très très angoissée et elle me demande si elle peut me demander quelque chose. Je lui dis bien sûr. Elle me demande si elle a toujours ses yeux bleus. Ben non. Et c'était hyper touchant en fait. Donc bon, on s'attache, je vais la voir et je lui dis à chaque fois qu'elle a toujours ses beaux yeux bleus. Et on voilà, et elle et en chantant, bon, on chante des chansons, on essaye de parler, de se promener, de faire des choses, mais on peut y passer sa vie en fait. Après, c'est difficile de partir. Alors juste, je vous interromps, je suis désolée, mais je pense qu'il y a une question ou une réaction en tout cas. Voilà, moi je vous remercie, madame, de me dire ça, parce que moi j'ai accompagné ma mère dans ces conditions, mais moi j'ai pas pu le dire, parce que vous voyez, et je suis d'accord avec vous aussi, voilà, on est là aujourd'hui, parce que vraiment c'est la première fois qu'on donne la parole à des citoyens, quoi. Voilà, et vous racontez quelque chose qui me touche énormément, et je suis pas la seule, quoi. Et vous a donné la parole, et là je me reconnais, quoi. C'est ça, quoi, aussi qu'on a vécu, tout ce que vous dites. Voilà. C'est tout, hein. Voilà. Et vraiment, merci. Merci pour cette réaction. Je vais laisser la parole, puisque vous avez voulu le faire en dernier, donc je vais laisser d'abord la parole à Madame Pouliken. Pouliken, pardon. Pouliken, donc je suis, en fait, je suis... non, ça devait Oui, pas parce être annoncé au départ. qu'elle a été invitée ensuite. Donc je représente ici le groupe VIV, qui est un groupe mutualiste qui gère des établissements et des services pour personnes qui sont âgées. Donc on a à peu près 110 EHPAD, et puis après un certain nombre de résidences autonomie, puis beaucoup d'habitats intermédiaires, etc. Et par ailleurs, je suis présidente d'un pôle, puisque nous sommes donc des élus bénévoles. Le fonctionnement ressemble beaucoup à ce que l'on retrouve dans le secteur associatif, donc des établissements gérés par des conseils d'administration. Et donc moi, je suis des Pays de Loire, puisqu'on est organisé plutôt en région. Donc effectivement, au regard de ce que vous indiquez là, je ne suis pas surprise du témoignage que vous apportez, parce que effectivement, on vit une situation très très compliquée dans les EHPAD et le manque de moyens est quand même là. Moi, j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de suivre, d'accompagner correctement l'ensemble des résidents avec des troubles cognitifs qui sont vraiment en forte augmentation. Et effectivement, il y a un gros travail qui se fait au sein des EHPAD pour former le personnel. Vous avez complètement raison. Oui, pardon, de dire que former le personnel, c'est amener ces notions d'humanitude et on a du personnel effectivement peu qualifié, en tout cas en ce qui concerne les ASH, etc. Donc oui, c'est nécessaire qu'il y ait cet accompagnement. Je suis complètement d'accord aussi avec vous sur le fait qu'il faut qu'il y ait une impulsion, qui est vraiment un projet qui soit porté par l'établissement et qui soit porté par la direction et les cadres de santé. Enfin, c'est à ces conditions-là. Et grâce à ça, malgré ces difficultés d'absence le week-end, je vous rejoins, on n'a pas suffisamment de personnel souvent le week-end, c'est ce qu'on nous renvoie les familles, c'est un peu vide, il n'y a pas assez de monde, etc. Malgré ça, il y a vraiment de très belles choses quand même qui se passent en EHPAD. Je voudrais pas... je pense qu'il y a quand même des belles initiatives qui se prennent et des établissements effectivement qui fonctionnent bien. C'est ce que vous disiez et je vous rejoins. Ils travaillent avec des boucles de ficelle, ils vont chercher aussi des appuis extérieurs avec, oui, une alliance aussi avec les familles. Nous, on a monté ce qu'on appelle un atelier des familles. Les familles visitent l'EHPAD, vont vraiment voir tous les services et du coup comprennent mieux pourquoi on a du linge perdu, pourquoi, voilà. Donc, et du coup, on fait alliance avec les familles pour que les choses se passent au mieux et que la personne soit effectivement prise dans son intégrité et conserve toute sa dignité. Et on a beaucoup d'associations bénévoles qui interviennent. Il y a plein d'exemples. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire aujourd'hui. Et moi, j'apprécie beaucoup votre témoignage qui est de dire, moi, je viens pour ma maman, puis finalement, je regarde ce qui se passe et je viens apporter un petit coup de main et surtout une attention à la personne. C'est ce qui est demandé aujourd'hui. Donc, oui, on a
progressé quand même dans les droits, mais ça, vous allez mieux l'expliquer mieux que moi, dans le droit quand même des usagers au sein des EHPAD. Il y a eu des évolutions importantes en 2002, des évolutions importantes avec la loi de la société de vieillissement. Il y a eu des choses qui ont été faites, qui sont imposées, un cadre législatif quand même qui est posé, et qui nous oblige à être beaucoup plus attentifs aux droits des personnes. Néanmoins, les choses ne sont pas toujours bien appliquées. C'est sûr, il y a encore des marges de progrès à faire. Mais je ne voudrais pas qu'on laisse penser que tous les EHPAD ressemblent à ce que vous vivez. Hein. Mais sans nier... En même temps, c'est pas Et ce que vous disiez, c'est juste, vous aviez le sentiment que les gens les professionnels sont bienveillants. C'est un endroit bienveillant C'est qui est transparent. On peut venir quand on veut. C'est pas ça. Ça fonctionne comme ça, en fait. Et pour les gens, alors ça, ce que vous dites, c'est vrai, pour les gens pas complètement dépendants, mais pour les gens qui sont complètement dépendants, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas bouger, il n'y a rien. Il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas... si, on les nourrit, quoi. On leur donne à manger. S'ils ne peuvent pas manger tout seuls, ma mère, elle prenait 40 minutes à manger. Elle ne mangeait pas, parce qu'ils n'ont pas 40 minutes pour la nourrir et lui donner à boire. Donc, à chaque fois quand on arrivait, on nous disait votre maman, elle ne mange pas. Bon, nous, on passait... parce qu'il faut la nourrir et elle avale pas, elle déglutit pas, du coup ça prend des plombes, mais résultat est complètement là elle est j'espère qu'elle est à la fin parce que c'est pas elle aurait pas voulu être dans cette condition et donc là c'est assez, mais voilà et ça, donc pour les gens super dépendants ouais, alors du coup, effectivement, il y a des EHPAD spécialisés. Voilà, ouais. Énormément de gens très dépendants. Ouais. Ce qui est vrai dans l'ensemble des EHPAD. Hein. On a beaucoup de gens avec des troubles cognitifs dans l'ensemble des EHPAD. Mais il y a moins de soins pour la dépendance. Il y a aussi un système de calcul, puisque on vous a parlé des financements tout à l'heure, il y a un calcul pour calculer le niveau de dépendance moyen dans l'EHPAD. Et l'aberration, c'est qu'effectivement, c'est que dans ce calcul-là, on ne prend pas en compte, des personnes vont être cotées moins indépendantes, mais c'est celles-ci qui ont le besoin d'être le plus stimulées. C'est-à-dire que quand une personne est en capacité de faire encore sa toilette, laissons-la faire sa toilette, accompagnée. Sauf que la personne qui va l'accompagner va passer plus de temps, évidemment, qu'à le faire tout de suite. Enfin, vous avez pris un exemple de ce type-là tout à l'heure, qu'à le faire directement. Quand vous parliez des fauteuils, on le met en fauteuil, ça va plus vite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on arrive aussi à faire valoir, que tout ce qui est prévention est essentiel. Et juste pour... vous avez complètement raison aussi sur le fait que des personnes qui n'arrivent plus à communiquer, la tendance pourrait être de les laisser un peu de côté. Donc, on a développé une application là qu'on essaie de pousser pour repérer les besoins des personnes au travers de pictogrammes, enfin, de musique qui les apaise. Donc, c'est pas... Voilà. Et on est en train de mettre en place ce système-là pour être au plus près de l'expression de la personne qui ne peut plus utiliser les mots, mais qui ne peut pas dire j'ai froid, je voudrais écouter de la musique, je voudrais ceci. Donc on essaie de trouver des modes interactifs de ce type-là, et je pense que la domotique, enfin tout ce qui est en cours aujourd'hui peut aussi nous aider, mais c'est effectivement quelque chose d'essentiel. Et puis si j'ai le temps tout à l'heure, mais je pense que j'ai dépassé le temps de parole, je pourrais vous raconter une jolie histoire aussi d'un monsieur qui avait des troubles cognitifs et pour qui il y a eu un changement de regard absolument extraordinaire. Merci pour votre intervention. Et je laisse la parole maintenant au dernier de nos intervenants, qui est monsieur Marc Rébière, et qui est donc en charge des inter-CVS de l'Essonne. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous savez tous ce que c'est que le CVS ? Non ? On va peut-être commencer par ça. C'est que dans chaque EHPAD, depuis 2002, il y a un représentant des familles et des résidents qui est élu, d'accord, notre légitimité. Et non, on ne représente pas les personnels, nous sommes élus par les résidents et par les familles. Donc nous sommes représentants, on établit en fait en quelque sorte un contre-pouvoir, de la même façon que dans une copropriété, eh bien, il y a un conseil syndical. On a un petit peu le conseil syndical des EHPAD ou représentants des parents d'élèves dans une école.
J'ai ma maman qui est rentrée en EHPAD, elle est partie l'année dernière, un petit peu plus maintenant. Elle est rentrée, elle est restée 12 ans en EHPAD. Elle est rentrée, elle était GIR 5, tout le monde sait, elle était assez autonome, elle avait quelques cognitifs. Hein, et puis, au fil des années, au bout de 12 ans, elle a terminé GIR 1. Mais en échangeant avec les personnels d'EHPAD, avec la direction, aujourd'hui, il y a aussi une transformation dans l'environnement des EHPAD. Aujourd'hui, on ne rentre plus GIR 5, on rentre GIR 2, GIR 1, c'est-à-dire que pour les personnels, il y a aussi une transformation ces dernières années de type d'actes, de résidents, d'habitants qu'ils vont avoir en face d'eux. Aujourd'hui, ils ont des personnes qui sont en grande dépendance, ce qui n'était pas le cas il y a de ça 10 ans. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut complètement intégrer. Donc, quand maman est rentrée en EHPAD, ça a été aussi parce qu'elle avait des troubles cognitifs, elle ne pouvait pas rester toute seule chez elle, et malheureusement, comme ça pouvait se faire dans les anciennes générations, j'ai pas pu la garder à la maison. Mon épouse travaillait, et donc c'était difficile. Donc on s'est dirigé vers un EHPAD. Ça avait été difficile d'ailleurs pour échanger avec elle. Je m'étais fait conseiller avec des psychologues, avec des médecins, en disant moi je sais parler à des enfants, je crois, je sais parler aux adultes, je savais parler à des collaborateurs, mais parler à ce qu'on a de plus précieux, nos parents, nos pères et mères, des fois c'est difficile. Et je me rappelle, ça avait été une épreuve difficile. Donc simplement pour mettre en perspective la difficulté du métier qui est exercé dans ces EHPAD. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes-là. Donc en tant que CVS, maman est rentrée dans un EHPAD. Je ne savais pas qu'il y avait de CVS au début. Comme l'élection elle se fait tous les 3 ans, je l'ai découvert au bout quand il y a eu les élections. Voilà. Vous ne l'avez pas traduit, c'est Conseil de vie sociale. Conseil de la vie sociale, voilà, excusez-moi. Donc aujourd'hui, je représente l'Inter-CVS, je continue ma mission, et notre rôle, c'est d'une part de rompre l'isolement des élus CVS, parce que quand vous êtes au CVS, qu'est-ce que vous avez? On vous remonte que les problèmes. Ma maman n'a pas été changée, elle a des problèmes de nutrition et tout ça. Donc c'est très bien qu'on puisse nous alerter, et comme on est un petit peu des partenaires privilégiés j'utilise le mot partenaire parce qu'avec la direction d'un EHPAD, le rôle de directeur est aussi compliqué, il a ses propres contraintes, il fait partie d'un groupe, et c'est aussi important qu'il y ait un contre-pouvoir pour permettre justement que l'objectif final, qui est que nos familles soient bien accueillies, soient bien traitées, c'est aussi important de pouvoir établir un contre-pouvoir vis-à-vis des directeurs d'EHPAD qui exercent des métiers extrêmement compliqués parce qu'ils ont aussi la pression de leur groupe. On parle de turnover chez les directeurs d'EHPAD, c'est quelque chose qu'on découvre beaucoup. À titre personnel, dans l'EHPAD où était ma maman, on a eu 10 directeurs d'EHPAD en 12 ans. C'est énorme, Oui, on en a eu 8 en 4 ans. Donc il y en a qui est resté très longtemps et ça tourne beaucoup. Et aujourd'hui, de par nos expériences aussi, c'est aussi important de montrer un petit peu de pression, non pas vis-à-vis du directeur de l'EHPAD, mais de l'aider. On a intérêt à le faire réussir. C'est de mettre la pression sur des groupes comme Orpea, comme Corian. Là, en l'occurrence, c'était Univi, qui est l'ancienne Allergie Carco, où ça fonctionnait très bien. Et puis, il y a un établissement qui, à un moment donné, ça dérive. Il commence à y avoir du turnover. Peut-être qu'un directeur d'EHPAD n'a pas réussi à créer le lien avec ses équipes, avec les familles. Et puis, une situation qui était positive il y a de ça 1 an, d'un seul coup, ça dépérit. Donc c'est aussi important d'être très vigilant par rapport à ces situations et d'intervenir. Et on est intervenu auprès d'Univi en disant votre prochain directeur, vous mettez les conditions pour le faire réussir. Il n'arrivera pas tout seul. Je pense qu'en le recrutant, vous ne lui avez pas dit dans quelle situation il allait arriver. Donc il aura aussi besoin de coaching. C'est ce qui existe dans toute entreprise. C'est quelqu'un qu'on nomme directeur dans un établissement, que ce soit un établissement bancaire ou dans un grand groupe, des managers de proximité. C'est aussi important de leur donner les conditions de réussir
Et on a réussi à obtenir qu'il ait un adjoint, au moins pendant 6 mois, pour pouvoir le décharger d'un certain nombre de choses et pour pouvoir mettre en place, après avoir observé, et bien commencer à mettre de l'action. On est souvent tellement exigeant, c'est vrai, par rapport à la situation de nos parents. On voudrait que ça fonctionne tout de suite bien. Mais dans le vrai monde, ça ne fonctionne pas bien. Du jour au lendemain, il ne suffit pas de le vouloir. Il faut le pouvoir et il faut savoir exactement ce qui se passe. Donc il faut aussi laisser aux personnes le temps de réussir. Donc en tant qu'inter-CVS, on joue beaucoup ce rôle d'apprentissage aussi auprès des autres élus, parce que quand vous êtes élu, vous êtes un petit peu tout seul, comme je vous le disais, on vous remonte les problèmes, mais quelque part, on ne sait pas par quel bout le prendre. Donc notre rôle, c'est vraiment de rompre l'isolement des élus CVS. On a parlé de maltraitance, mais nous, on a pris aussi le parti de promouvoir aussi la bientraitance. Il y a plein de belles actions, il y a plein de belles choses. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des mots qui sont, c'est pas de la malveillance, mais qui sont malvenus. Et effectivement, quand on est sur la matière, c'est humaine, s'il y a de plus complexe, les mots ont un sens et c'est important que tout le monde puisse savoir bien parler, avoir les bons mots, les bonnes attitudes. Et en matière de grand âge, je crois qu'aujourd'hui, nos personnels l'apprennent. Une infirmière qui a fait ses études il y a de ça 10 ans ou 15 ans dans un IFSI n'était pas souvent préparée pour pouvoir exercer dans un environnement. Donc il y a cette formation continue qui est extrêmement nécessaire et nous sommes très vigilants par rapport à ça en tant qu'observateurs privilégiés, puisque ce sont nos parents qui sont dans ces établissements, d'avoir les bonnes attitudes, d'avoir les bons mots, et que aussi bien l'IDEC, l'infirmière coordinatrice, que le directeur de l'EHPAD, que le médecin coordinateur. On ne parle pas beaucoup des médecins, c'est très curieux dans l'environnement des EHPAD. On a vu aussi parfois des médecins coordinateurs qui étaient absents de la difficulté. 30% des EHPAD n'ont pas de médecin coordonnateur actuellement. Non, pas de médecin coordinateur. Du fait de la pénurie de médecins. Et on ne sait pas, comment ça fonctionne dans un EHPAD. Je vous dirais, j'ai ma propre expérience. Ma maman qui avait un traitement qui est lourd, quand elle est arrivée en EHPAD, donc son médecin traitant, à l'époque, le médecin de l'EHPAD était un médecin qui prescrivait. Et puis un jour, ils ont changé leur organisation, les familles n'ont pas été prévenues. Ça a été un médecin de ville qui prescrivait. Moi, je voyais les relevés de la sécurité sociale. Je pense que ça fonctionne bien. Non, c'est un médecin extérieur qui continuait la prescription que je n'ai jamais rencontré. Ça, c'est du vécu, ça. C'est quelque chose qui est complètement aberrant. Je me suis dit, moi qui vais voir ma maman toutes les semaines, elle était en bonne santé, son traitement était renouvelé. J'étais persuadé que bien le médecin continuait à la voir. Non, c'était un médecin de ville que je n'avais même pas rencontré. J'en avais honte, vous voyez. Donc c'est aussi important de savoir. Je pense que toutes les familles qui sont en EHPAD doivent savoir si leurs propres parents a un médecin qui la visite. Oui, madame. Oui, bien sûr, je suis la personne de... On est tout à fait d'accord. J'ai ma fille qui est avocate. Je peux vous dire que quand ma maman est partie, on s'est battu là-dessus parce qu'on n'en parle pas. On va parler du directeur de l'EHPAD qui ne fait pas son travail. C'est comme ça. On est d'accord. Médecin coordinateur, il est à mi-temps, donc c'était un demi-ETP. Eh bien, quand il a été changé, parce que ce n'était pas possible, je ne suis pas là pour attaquer les médecins. La négociation, puisque en tant que représentant des familles avec le directeur, nous, on voulait savoir exactement comment se passait le process de recrutement. Eh bien, les personnes, médecins qui
postulait, il disait, je veux bien être en demi-ETP, mais pour une journée par semaine. Hein. Vous me payez un demi-ETP, mais pour une journée par semaine, hein, parce que je veux continuer à exercer dans mon cabinet de ville. Donc on voit aussi des divergences, et on n'en a pas beaucoup parlé, hein, lors des scandales Orpea, Corian et autres, mais je pense que l'Ordre des médecins sur le sujet, parce qu'il y a des médecins qui font un travail extraordinaire, hein, donc ça, mais on a aussi des brebis galeuses partout et il faut pouvoir les dénoncer. Donc en tant qu'élu CVS, ça fait partie des choses sur lesquelles on est extrêmement vigilant. Donc je vous disais, c'est... Donc... Les paramédicaux, c'est pareil. Hein. Les kinés surtout. Oui, 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 mais... Chaque personne, elle a une séance individuelle. Tout à fait. Il faut rester extrêmement vigilant. Mais je voulais revenir sur le positif. Donc, c'est promouvoir la bientraitance. Et nous, en tant qu'inter-CVS, hein, dans le département de l'Essonne, il y a 104 EHPAD. Eh bien, on s'efforce de faire la promotion, justement, hein, par des portraits, hein, tous les mois. Eh bien, aussi bien des auxiliaires de vie que des directeurs d'EHPAD, que des représentants des résidents, parce qu'on a aussi des résidents qui ont plus de 90 ans et qui sont aussi engagés au sein du CVS, donc qui sont, eux, vraiment partie prenante. Et si on fait la promotion de la bientraitance, eh bien, c'est aussi pour prévenir la maltraitance, parce que ça peut arriver. Hein. Un établissement qui fonctionne très bien, on revient 12 mois après, parce qu'il y a eu des changements, parce que le public, hein, les résidents ont changé d'un seul coup, ça peut avoir des conséquences qui sont extrêmement fâcheuses. Hein. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on veille. On veille aussi, alors, ça c'est très technique, hein, mais on assure l'auto-formation des élus CVS, hein, on a des fiches pratiques, hein, il y a un règlement intérieur, il y a plein de choses, et quand vous arrivez, la bonne volonté ne suffit pas, il faut savoir aussi comment fonctionner, comment on fonctionne avec un directeur d'EHPAD, hein, voilà. Et notre rôle, c'est d'assurer l'observatoire de la vie sociale en établissement de ces évolutions. On représente les CVS dans les différentes instances, hein, le CDCA, l'ARS, la Haute Autorité de la Santé, hein, sur lequel on est extrêmement... L'ARS, oui, exactement, et le ministère, hein, en ce moment, la nouvelle loi de 2022, où le rôle des EHPAD, des CVS... a été encore renforcé, mais où le premier projet de loi en première lecture, on essayait de nous mettre un petit peu de côté, parce que parfois on est un peu les empêcheurs de tourner en rond, hein, et pourtant on est les clients, hein, parce que ce sont nos familles et nos résidents. Hein, voilà. J'ai pris un peu trop de temps. Non, impeccable, très intéressant. Merci en tout cas pour cette intervention. Juste, je me permets de rajouter une chose. Je pense qu'il y a un vrai déficit et les CVS peuvent avoir ce rôle-là d'expliquer ce qu'est un EHPAD. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un rentre dans un EHPAD, c'est un monde parallèle, avec une organisation qui lui est propre, avec des moyens qui lui sont dédiés, mais on parle d'établissements médicalisés. Or, cette médicalisation, elle est très succincte, hein, et elle n'est en aucun cas comme l'hôpital, mais elle n'est plus le domicile. Et des règles qui s'appliquent à domicile ne peuvent pas s'appliquer en EHPAD, et des règles qui s'appliquent à l'hôpital ne sont pas aussi possibles en EHPAD. Et il est important, je pense, de communiquer sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire dans un EHPAD, même si, selon les territoires, on peut aller relativement loin, y compris jusqu'au décès dans l'établissement pour que la personne soit dans son lieu de vie. Néanmoins, le grand public, quand une personne rentre en EHPAD, il n'y a pas suffisamment, je pense, cette information donnée à la famille. Et il y a tellement de choses en même temps qui se passent lors d'une admission en EHPAD, entre la culpabilité, entre souvent l'état de santé aigu de la personne qui vient de se dégrader, entre quelquefois un passage hôpital et puis l'acceptation de ce qui se passe. Tout ça est d'une violence pour tout le monde. Et donc, quelquefois, même si des choses sont dites, elles ne sont pas retenues par les familles. Je peux en témoigner. Moi, je prends à peu près 1 heure pour la signature du contrat de séjour, dans lequel
j'essaye d'évoquer absolument tous les items. Et bien, quelquefois, 2 mois après, on revient me voir parce qu'on n'a pas compris. Et pourtant, j'essaie de vulgariser au maximum les choses, de soit toujours le résident qui vienne signer son contrat de séjour, même si dans les plus de capacité, dans mon établissement, c'est plus de 50% de personnes qui sont sous tutelle. Voilà, parce qu'elles ont des troubles cognitifs et qu'elles n'ont plus la capacité de pouvoir gérer par eux-mêmes, en tout cas, leur vie. Et si vous voulez compléter éventuellement. Oui, il y a quelque chose qu'on met complètement de côté, la dégradation de nos parents quand ils arrivent en EHPAD. Dans les premiers jours, les premières semaines, je pense que les familles sont pas assez vigilantes. Et nous, on a un vrai rôle. C'est d'une violence pour ces personnes-là. On les change de lieu. Ils ont perdu leurs habitudes. On change leur nourriture. Hein, on mange pas comme à la maison. Et d'ailleurs avec des conséquences. Hein, c'est malheureux à dire, c'est du concret. Les personnes qui arrivent souvent ont des problèmes de dentition, commencent à perdre ses dents. Ben oui, le changement de nourriture, ça a des effets aussi sur la dentition. Et les parents, les familles n'ont pas conscience de ça. Hein. Personnellement, ce serait à refaire. J'aurais été beaucoup plus vigilant. C'est un plan d'accompagnement, un plan d'intégration de ma maman lorsqu'elle est arrivée en EHPAD. Une visite tous les 2 jours ou tous les 3 jours, ça ne suffit pas. Il faut essayer de trouver une autre solution, mais c'est tellement violent d'arriver dans un univers qui est complètement étranger et les familles n'ont pas conscience de ça. Donc nous, en tant qu'élus CVS, on a aussi un rôle. Et c'est pour ça que vis-à-vis des directeurs d'EHPAD, on leur dit on est vraiment partenaires, on n'est pas là pour être des empêcheurs de tourner en rond. Donnez-nous accès aux fichiers des familles pour qu'on puisse intervenir vis-à-vis d'eux, pour leur dire faites attention, c'est dans les premiers jours que ça se passe. La bonne intégration, c'est les premiers jours, les premières semaines. Oui. À propos du choc d'entrer dans les EHPAD. Oui. Mon père conduisait sa voiture, il était autonome dans sa maison, etc. Il tombe, il se casse le col du fémur. Il sort de l'hôpital, on le met évidemment à l'EHPAD puisqu'il n'est plus aussi autonome. Il était en bonne santé, comme moi je suis en bonne santé. Il a tenu 3 semaines. 3 semaines, il est mort. Ah oui. Il s'est couché un soir, il s'est pas réveillé le matin. Mon beau-père a tenu 3 mois comme ça, exactement pareil. Il conduisait 3 mois. Le choc Le travail de psychologue est très important. Hein. Excusez-moi. Ouais. Non, attends. Oui, et encore une fois, il faut aussi se dire que c'est pas toujours l'EHPAD qui est coupable non plus du décès des personnes. D'autant plus que les personnes rentrent de plus en plus dépendantes et très souvent, il n'y a pas eu de prévention. Nous, on a énormément de personnes qui arrivent, qui ont un état dentaire absolument catastrophique. Et ça, c'est pas l'EHPAD. L'EHPAD ne va être que... et souvent même, il y a eu une accumulation de médicaments qui s'est mis à domicile parce qu'il y avait des troubles qui s'installaient. On met des neuroleptiques, on met plein de et la personne arrive en EHPAD et fatalement, avec en plus le choc du changement, et ça met un temps. Alors certains arrivent à s'en sortir sans problème et au bout de 2-3 mois reprennent vie pour plein de raisons. Et puis d'autres, malheureusement, c'est arrivé trop tard. Et l'EHPAD n'est que le révélateur, on va dire, d'une situation, malheureusement. Oui. Ça valait plus la peine, quoi. Il sait les... Ça s'appelle un glissement. C'est le glissement. Hein. Je voudrais intervenir un peu.
col du fémur à l'EHPAD, c'est pas un cadeau pour l'EHPAD et c'est presque un arrêt de mort pour la personne. Donc après une fracture du col du fémur, battez-vous même à 90 ans pour avoir une vraie rééducation. Là, la dame a de la rééducation 3 fois par jour, un médecin rééducateur qui s'occupe d'elle, et elle va peut-être rentrer chez elle au lieu d'entrer avec des prescriptions médicalisées, etc., etc. Alors là, moi, je me bats toujours pour ça. C'est absolument catastrophique de déclarer que, ah bon, il y a eu une chute, 2 chutes, même quelquefois. Mais alors vraiment, la fracture du col du fémur, pour vous, pour nous, moi j'ai 70 ans, ça peut m'arriver aussi, les autres orthophonistes. Il faut se battre, quel que soit l'âge. Gens qui ont cotisé très longtemps à la Sécu, il n'y a aucune raison, quel que soit l'âge. Si un motard se passe le col du fémur, il va avoir droit à une rééducation pendant 6 mois. Il faut exiger le centre de rééducation. Après, juste pour compléter néanmoins, quand une personne, par exemple, a une maladie neuroévolutive, la rééducation est beaucoup plus compliquée et complexe parce qu'elle n'est pas en capacité toujours de comprendre ce qu'on peut lui demander. Donc, voilà, on est bien d'accord. C'est juste d'être nuancé. Voilà, je pense qu'il faut être nuancé à l'idée de ce qui se passe. Et juste, donc, il y a une question au fond, pardon, excusez-moi. Après, ce sera monsieur. Madame ? Je prendrai peut-être un peu la parole. Moi, je voulais dire, je partage tout ce que vous avez dit. Hein. Ma maman était en EHPAD de 104-107 ans. J'ai suivi des dames après avec qui j'ai créé des liens. Enfin bon. Mais ce que je voulais dire, c'est être un peu positif parce que voilà, on a peur. Hein. Voilà. Et les pales ouvertes sur le monde extérieur. Parce que tout le monde n'est pas entièrement dépendant, ou le devient très vite, mais avant, il faut éviter qu'il devienne complètement dépendant. Ma mère était dépendante, elle n'y voyait pas, elle avait des problèmes, mais comme elle disait, tout va mal sauf ma tête. Donc, elle pensait. Hein. Voilà, et elle dit, je ne suis pas là pour vivre, mais pour survivre. Donc, pour se laisser en pleine figure. Alors, moi, je suis France Bénévolat, une association, et on vient d'essayer de créer un réseau de maisons de retraite plus inclusives, c'est-à-dire d'intervenir auprès des maisons de retraite, juste aller les voir, leur dire où vous en êtes, est-ce que vous souhaitez un petit peu changer, mais vous partez de là où vous êtes, et de façon à pouvoir permettre de faire venir des bénévoles parce que c'est très important. Je sais qu'il y avait une dame qui venait faire la lecture à un moment, qui ne voyait pas, c'est très important. Mais les bénévoles, ils n'ont pas envie de venir dans les maisons de retraite parce que surtout s'ils sont âgés, ils disent « Oh là là, qu'est-ce qui m'attend? Quelle horreur !» Voilà. Donc, si la maison de retraite est un peu ouverte sur l'extérieur, si elle fait et on a plein d'exemples maintenant, on a un petit réseau d'environ 62 maisons de retraite que l'on met en contact les unes avec les autres, avec un petit journal, avec des réunions Zoom, et on a vu des choses extraordinaires qui se faisaient. Par exemple, une mini-crèche à l'intérieur de la maison de retraite. Pour le personnel, ça change leur façon de vivre. Et pour les personnes âgées, ça crée du lien. Alors, il faut absolument que vous alliez voir le site de la maison de retraite Kersalik. Kersalik. C'est à Guingamp, c'est en Bretagne. C'est une personne qui a repris une maison de retraite de maltraitance. Kersalik, K-E-R-S-A-L-I, je ne sais pas quoi. Enfin, je peux vous envoyer le lien si vous voulez. Et cette dame a mis plusieurs années à changer la mentalité, et c'est le regard. Voilà, elle a commencé par demander aux aides-soignantes de jouer le rôle des résidents. Voilà. Donc déjà, ça change un petit peu le regard quand on commence à vous trimballer dans tous les sens et tout ça. La directrice n'est pas la directrice. Elle est la mère du village. Et elle a son premier adjoint qui est la personne qui fait les animations. Et le deuxième adjoint, c'est le cuisinier. Très important, la nourriture. Voilà. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Le forum des associations se passe à l'intérieur de la maison de retraite. À l'entrée, c'est un café. Et c'est les résidences qui, en partie, tiennent le café du village. Donc, quand vous changez la façon, le regard,
les habitants, il y a plein d'habitants qui viennent et qui donnent un petit, voilà, qui viennent toucher une personne qui ne peut pas s'exprimer, le fait de la toucher, voilà. Bon, voilà, excusez-moi, mais je voulais dire que, mais s'il y en a qui sont là et qui souhaitent rentrer dans ce réseau, ou, bon, nous on est bénévoles, voilà. Mais ça permet d'échanger sur des choses, parce qu'autrement, je partage tout ce que vous avez dit. Hein. Je vais rebondir. Excusez-moi, je vais prendre la parole quand même. Allez-y. Je vais rebondir sur ce que dit Madame de France Bénévolat, puisque nous en avons déjà parlé hier. Je veux attirer l'attention sur le fait que ce qui n'est pas favorable pour l'avenir, c'est que chacun essaye de se débrouiller par lui-même. Il faut absolument une solidarisation entre les familles d'un même établissement, mais aussi entre les associations qui existent, parce que moi je peux vous dire qu'au bout de 14 ans de travail intensif pour apporter des propositions, pour essayer de changer le regard et aussi pour faire considérer les familles non pas comme des ennemis de l'établissement, mais comme, au contraire, des personnes qui peuvent réfléchir avec les résidents et avec les personnels. J'aime mieux vous dire qu'au bout de 14 ans de ce travail, où nous avons énormément de mal à renouveler nos adhésions, parce que chacun se débrouille lui-même. Comme dit Madame, en fait, elle est prise, chaque famille est prise par son proche, en se disant il faut que je vienne, je le vois, etc. Mais en même temps, oui, c'est ça. Mais justement, en même temps, c'est empêcher, c'est pas empêcher, mais il faut penser qu'il faut essayer de rencontrer les autres et se solidariser entre soi et rejoindre, s'il en existe, des associations. Je dirais que l'association est un complément des CVS, parce qu'un CVS se renouvelle tous les 3 ans. Les familles n'ont pas envie, en plus quand leur proche est décédé, n'ont pas envie de prolonger leur mandat. Donc, alors qu'une association a toute la possibilité d'être dans la pérennisation et peut apporter des éléments d'information au CVS dans les endroits où elle est implantée, cette association. Donc, les inter-CVS, c'est très très bien, mais il faut penser aussi que les associations sont les compléments des CVS, parce qu'il n'y a pas des inter-CVS partout, d'abord, et donc il faut absolument considérer les associations comme ayant un rôle à jouer dans les EHPAD. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'associations comme la nôtre. Merci. On va donner la parole à Pierre, qui la demande depuis un petit bout de temps. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis retraité depuis 26 ans et je consacre ma retraite dans une deuxième carrière que j'ai appelée « Apprendre à bien vieillir longtemps ». Parce que je pense qu'aujourd'hui, à quoi il faut réfléchir, c'est justement l'objet de ce contre-salon-là, c'est de dire qu'apprenons-nous à nos petits-enfants, parce que nos enfants c'est trop tard aujourd'hui, qu'apprenons-nous à nos petits-enfants pour que nos parents, pour que nous soyons reçus dans un vieillissement qui soit plus agréable que ce qu'on regrette aujourd'hui. Il faut supprimer ce qu'on regrette aujourd'hui. Il y a plein de choses à faire qui sont importantes. Les réflexions qui ont été faites, moi j'ai pendant 20 ans animé des ateliers d'expression, que j'appelais d'expression, dans des maisons de retraite et des villages autour de ma campagne. Je vous assure que entre l'expression écrite, l'expression parlée, l'expression de théâtre, j'ai eu la chance d'être dans une entreprise américaine pendant un moment où on m'a permis de suivre un stage avec Auguste Boal, à l'époque dans qu'on appelait les théâtres de rue par exemple. Je vous assure que quand je ressortais, je n'étais pas anxieux de me voir vieillir comme les gens avec lesquels j'avais vécu pendant 1 heure ou 2 de contact. Donc ce qu'il faut, c'est penser qu'aujourd'hui, on a besoin de former nos enfants, petits-enfants, à ce que la société de demain soit autre que ce qu'on regrette aujourd'hui. Annie, à vous. Merci. Alors, je voulais rebondir sur ce que disait Madame sur les maisons de retraite inclusives et essayer de vous apporter un petit peu d'autres récits aussi.
Moi, je travaille dans le monde des maisons de retraite depuis longtemps, on se connaît depuis un bon moment. J'ai un petit stand en bas, stand Âge Village et le label Humanitude. En fait, c'est un label qui a été créé par les maisons de retraite elles-mêmes. En effet, elles ne sont pas contentes de ce qu'elles font et elles comprennent que c'est pas facile de prendre soin des gens compliqués et qu'il faut accepter d'apprendre. Et c'est aussi ce que vous disiez. On rentre dans un nouveau monde et apprendre à entrer en relation avec ces personnes, maintenir la relation avec ces personnes, apaiser la relation avec ces personnes. Si on le savait spontanément, on le ferait. Et c'est ce que j'ai découvert. J'ai grandi dans la maison de retraite où travaillait ma mère et je l'ai vue avoir du mal à prendre soin de gens alors qu'elle était quelqu'un d'extrêmement gentil, très engagé dans son travail. Et quand on a découvert qu'il existait des techniques, des savoirs, en particulier l'humanitude, avec 150 techniques à apprendre pour entrer avec des regards particuliers, des paroles particulières, des touchés particuliers, c'est pas spontané. Si on ne le sait pas, on ne le fait pas, on fait comme on peut, on fait du mieux qu'on peut, et puis ça se retourne contre nous. Donc en fait, le cercle vicieux s'enclenche. Donc c'est comme disait... ah là, ça y est, j'ai un trou de mémoire, Pierre, ça y est, c'est mon deuxième gamin, donc je devrais le savoir. Comme Pierre, il faut apprendre. Donc, il faut apprendre, mais ce qui est rassurant, c'est qu'on a quand même une trentaine d'établissements qui sont engagés maintenant, qui ont le label, qui se sont labellisés, des publics, des privés, des associatifs. C'est pas le problème. C'est le problème d'y aller et puis de tenir. Et pourquoi ils ont voulu faire ce label? C'est parce qu'un label, ça s'enlève. C'est-à-dire que rien n'est jamais gagné. Comme vous le disiez, madame, en 2 ans, en 3 ans, on peut transformer un établissement qui avançait et puis on peut le remonter. Donc voilà, donc on avance. Donc en effet, c'est une assoce. En effet, ça avance du mieux qu'on peut. Mais ils m'ont demandé, donc j'en ai fait un bouquin qui raconte les 10 premiers. Donc les 10 premiers labellisés, on commence à avoir des récits différents, des repères différents. Mais c'est une grosse bagarre, grosse bagarre. Merci pour le témoignage. Je peux vous poser une question, Madame Devilly ? Avec plaisir. Apparemment, dans les EHPAD de la ville de Paris, on croit savoir que certains auraient bien souhaité entrer dans ce label. Sauf que, d'après aussi ce que l'on a su, il faut déjà un certain niveau d'acquis, c'est-à-dire que si on n'a quasiment pas de personnel stable, si on est très dégradé au niveau de tous les services, eh bien, on ne peut pas commencer à entrer dans le label. On est d'accord, enfin, pas dans le label, mais même dans la formation, je veux dire. On est d'accord ou pas? C'est pas ça? Ah, très bien, très intéressant. Donc, on est bien d'accord. Le principal, c'est vraiment la volonté des chefs d'établissement et des gestionnaires d'établissement et des élus, parce que quand ça appartient à une mairie, par exemple, donc il faut que les élus aussi. Donc, on est bien d'accord et je veux mettre l'accent là-dessus. En effet, on voit des établissements où on peut conseiller à des familles d'emmener leurs proches et au moment où ils vont l'emmener, ça change. Et il se trouve que, connaissant la personne qui va remplacer, la direction qui va remplacer, eh bien, je suis amenée à dire surtout n'y allez pas. Parce que, sachant comment cette personne a des valeurs en tête. Parce qu'il faut avoir vraiment, en tant que chef d'établissement, il faut avoir plusieurs... Et tout le staff de l'établissement, toute la direction, les personnels. Il faut les personnels d'encadrement, parce que ce n'est pas que le chef d'établissement, il y a aussi les encadrants des équipes. Après, le chef d'établissement, il impulse. Tous ces niveaux-là fonctionnent ensemble. Je me permets de dire, c'est le chef d'établissement qui porte le projet d'établissement, donc c'est lui qui impulse et qui fait son équipe. Non, pas forcément. Il ne fait pas toujours son équipe. L'équipe est quelquefois là avant lui. Il y a toujours des moyens, en tout cas, de faire son équipe. Juste une réaction de madame. Moi, je voudrais particulièrement vous remercier, vous, madame, parce que c'est la réalité. Voilà, moi, je la vis tous les jours et vous avez su parfaitement nous décrire la situation. Merci. Merci, madame. Alors, nous allons devoir... je prends la dernière question là, de madame et après, nous allons devoir nous quitter parce qu'il sera 11h.
Pour finir, peut-être, enfin, je suis peut-être pas la dernière à intervenir. Il y a aussi quelque chose de très important. Moi, j'ai vécu aussi avec ma mère dans un EHPAD, plusieurs EHPAD, privés et à la fin publics, avec très peu de moyens. Les gens qui appartenaient à l'hôpital d'Antilles, pour ne pas les nommer, formaient une équipe. Bon, ça se sent tout de suite. Mais j'étais très admirative parce que quand j'y allais, je passais la fin de l'après-midi et le repas d'une certaine soignante qui avait 7-8 personnes, peut-être jusqu'à 10, à aider à manger le soir. Il y avait 2 personnes qui avaient des troubles du comportement, donc qui perturbaient le groupe. Et moi, je suis de formation psychologue, hein. Je restais en admiration devant cette personne, comment elle arrivait à faire que le groupe s'apaise et que tout le monde ait sa place. Et je me disais, quand même, il faudrait que la télé vienne montrer ce travail, parce que ça fait partie des invisibles, hein, les gens qui s'occupent à ce niveau-là. Et je disais, j'y arriverai pas, moi, à faire ce qu'elle fait. Il y avait une espèce de... C'était une personne qui avait déjà une certaine ancienneté, hein. Elle avait une espèce d'apaisement et de possibilité d'éteindre petit à petit les flammes de ces 2 personnes. Sans médicaments. Sans médicaments, rien qu'avec la parole. Et ça, c'est important, voilà, de le dire. Et je pense qu'il y a aussi de la communication à faire sur ce travail des invisibles. Parce qu'il y a des gens vraiment qui ont un savoir-faire. Je pense qu'elle a bénéficié de formation à l'hôpital, hein, c'est pas une toute jeune. Il y a aussi un savoir-être. Mais il y a un savoir-être et malheureusement, je ne l'ai plus vue à un moment et j'ai demandé de ses nouvelles et cette personne avait eu des drames dans sa famille et elle a fait une dépression. Mais j'ai regretté vraiment qu'elle ne soit pas là et je me suis dit, c'est des gens qui prennent énormément sur eux et qui ne sont jamais valorisés. Je dois dire qu'on voit quelquefois des trucs à la télé qui font chier. Et que, non, mais c'est parce que c'est important que ça passe. Vous parliez tout à l'heure des petits-enfants, mais que même 10 minutes autour d'une personne comme ça, comment c'est ce travail et comment... moi, je ne sais même pas dire en mots comment elle arrivait, mais c'était presque un peu comme Mary Poppins, quoi. Alors, il y a plein de désordre, et puis d'un seul coup... Petit à petit, tout rentre dans l'ordre. Alors, je vous remercie vraiment d'avoir mis ça en lumière. Je suis malheureusement, il est 11h et je me suis engagée à terminer. Juste le petit mot de la fin. Merci à tous. Merci à vous de vos interventions. Merci de vos témoignages qui étaient très touchants. J'essaie de partir sur une note quand même positive. Et à l'instar de ce que vient de dire Madame, de remercier tous ces personnels qui travaillent dans ces établissements. Il faut les encourager, il faut revaloriser leur salaire, il faut les augmenter en nombre, ça c'est évident. Mais c'est la société que nous faisons. Je rappelle que nous sommes tous des citoyens et que demain, nous serons peut-être ces citoyens qui rentreront en maison de retraite, en EHPAD, et que c'est à nous aussi de faire changer les choses et de les faire évoluer. Et ça marche. Annie l'a dit, je peux en témoigner. Il y a plein d'EHPAD dans lesquels le verre est à moitié plein, un peu plus qu'à moitié vide. Merci à vous.